Donc effectivement, Sylvia De Vescovi, je suis chef de projet à la ville de Sevran et j'ai eu le plaisir de piloter le projet Cycloterre avec Magali Castex entre 2017, 2018 et puis l'année dernière, 2021. Je ne vais pas vraiment parler des choses qui vous intéressent, c'est-à-dire que je ne vais pas vous parler de la fabrique Cycloterre que vous voyez ici, ni des matériaux qui sont produits dans la fabrique, parce que comme l'a dit Claire, il y a des visites qui sont prévues. Il y a aussi Teddy Dussaucé, qui est directeur général de Cycloterre, qui va intervenir tout à l'heure dans une table ronde, donc vous pourrez lui poser des questions. Il y a Eugénie Crété, qui va parler des essais que nous avons faits pendant le projet. Et puis bon, il y aura plein de moments, je pense, un peu de convivialité où vous pourrez poser des questions. Moi, je vais surtout vous parler de comment est né le projet et comment, à Sevran, on a décidé de s'engager dans ce défi, on va dire, ou dans ce pari un peu fou. L'idée était née d'une exposition qui a été présentée, que vous avez sans doute vue, au pavillon de l'Arsenal, Terre de Paris, qui était portée notamment par l'agence Joly Loiret, par Amaco et Crater, et dont l'idée était de montrer qu'on pouvait construire en terre. On dit toujours qu'on construit avec la terre qu'on a sous nos pieds, et bien que ça valait aussi quand on habite en région parisienne. C'est-à-dire que la terre de la région parisienne a une valeur, elle peut avoir une valeur aussi pour la construction intercrue. C'est quelque chose qui a un peu secoué les consciences et qui a donné envie à plein de professionnels de tester ce pari. Mais en même temps, vous savez bien que pour tester une idée aussi ambitieuse, il fallait quand même de l'argent. Et donc, on a eu la chance et puis un peu l'intelligence collective de candidater, de trouver une opportunité de financement et donc de candidater à cette initiative européenne qui est assez exceptionnelle en termes de niveau de financement et aussi de conditions de souplesse qui sont données. L'idée est de choisir une solution innovante, de la tester dans un lieu, de donner beaucoup de latitude aux porteurs de projets pour la faire évoluer dans le temps, parce que l'Europe sait, au moins dans le cadre de cette initiative, que l'innovation ne peut pas être préécrite à l'avance. Et puis derrière, si le projet est réussi, essayer de dupliquer ailleurs. Et donc voilà, nous avons eu la chance d'être retenus par cette initiative. C'est aussi grâce au fait qu'il y a eu des personnes, des professionnels, j'ai écrit engagés, mais j'aurais pu écrire militants qui se sont battus déjà pour faire naître le projet et puis pour le porter. On a eu énormément d'obstacles. Et le fait qu'il y ait voilà, déjà des réseaux professionnels bien définis, des connaissances, vous le savez, je ne vous apprends rien, ça a vraiment aidé dans un temps très court à ce qu'on dépose une candidature à l'Europe qui avait du sens et que l'Europe a finalement décidé de retenir. Et puis presque le plus important de mon point de vue, c'est le fait qu'il y a eu un territoire. Il y a eu des élus qui ont souhaité accepter cette idée, la porter, prendre le risque politique et un peu juridique et financier aussi de porter cette candidature à l'Europe. Une fois qu'on a été retenu, de signer un contrat de subvention avec l'Europe en portant toute la charge de la gestion de la subvention. Donc ce n'était pas une mince affaire. Et voilà, et Sevran a décidé de le faire avec ses partenaires comme Paris Terre d'Envol. Vous avez ici les partenaires du projet Cycloterre, de la phase européenne du projet Cycloterre. Je pense que vous en connaissez une bonne partie, et peut-être vous en faites partie vous-même. Le calendrier que je présente ici n'est pas bon, mais je le montre parce que ça montre quand même qu'on a eu un laps de temps très contraint par l'Europe. Donc ce financement important de l'Europe venait avec des contraintes, et la contrainte principale peut-être, c'était de respecter le calendrier. Dans notre cas, je pourrais dire que le Covid nous a presque un peu aidés, parce que nous avons pu négocier 6 mois supplémentaires, dont on aurait eu besoin de toute façon, mais qui en l'occurrence devenaient possibles parce qu'il y avait un contexte particulier. Donc la production commerciale n'a pas commencé en septembre, elle a commencé en décembre, mais elle a quand même commencé. Et nous avons obtenu au passage 3 ATEX de type A, notamment grâce au travail de l'INSAG, de Crater et d'Amaco, et 3 ou 4 FDES grâce au partenariat avec Brick Technique Concept. Donc ce sont des aspects qui sont, vous le savez, très importants pour la filière. Une idée rapide du plan de financement. Au total, le projet aura coûté à peu près 6,5 millions, probablement un peu plus si on va vraiment chercher les frais internes des structures, les salaires. Mais bon, on est à peu près dans cet ordre de grandeur-là. Et sur ces 6,5 millions, l'Europe nous a quand même financé 40,9 millions. Nous avons eu 200 000 euros de la région, 200 000 euros d'INLI. Et le reste, ça a été de fonds propres de chaque partenaire.
Et si on regarde les dépenses, comment on a utilisé cet argent? Donc tout au fond, à droite, vous voyez le bâtiment et les machines. Donc c'est la partie investissement qu'a porté Quartus Ensemblier Urbain. Donc il a touché la subvention européenne et il a mis les fonds propres correspondants. Donc le bâtiment, il a coûté à peu près 3,1 millions. Il a été conçu par Joly Loiret et je pense que ça a été, non seulement c'est un très beau bâtiment, mais en plus ils ont réussi à optimiser le budget. Finalement, ce n'est pas un coût très élevé au mètre carré, au contraire. Et le reste de la subvention a été utilisé notamment pour des études sur les produits eux-mêmes, déjà sur la matière première tout d'abord, sur le sujet environnemental, parce qu'on n'utilise que des terres de déblai, donc il y a un sujet de caractérisation environnementale et matière de la terre, des études sur les produits, des études sur le process industriel, parce que tout était à faire en fait, on a commencé vraiment de rien. On a travaillé sur de la formation, même si la partie la plus importante du travail sur la formation va arriver par la suite. Et puis il y a eu bien évidemment du travail sur l'évaluation environnementale des produits et du projet lui-même. Si j'essaie d'expliquer un peu comment Cycloterre se positionne dans la filière, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est le fait qu'on utilise uniquement des terres d'excavation. Donc on affirme une identité, on est dans l'économie circulaire. On utilise de la matière première qui aujourd'hui est considérée comme un déchet. Deuxième sujet, on est un producteur intermédiaire. Ce n'est pas une activité, on ne fait pas de pause nous-mêmes, on ne travaille pas encore, en tout cas pas aujourd'hui sur site de chantier. C'est une fabrique qui reçoit de la matière première, qui vient d'un site d'excavation, qui produit des matériaux et qui vend ces matériaux à des artisans, à des entreprises du BTP qui les mettent en œuvre. Donc voilà, ce n'est pas un artisan qui maîtrise toute la chaîne, c'est un peu différent. Autre sujet important, on est un secteur urbain. La filière terre, elle s'est notamment développée, pas uniquement bien sûr, mais notamment développée dans la rénovation du patrimoine ancien, dans des secteurs un peu plus ruraux. Et aujourd'hui, il y a encore relativement peu d'opérations en ville, on va dire, un secteur très urbanisé. Et surtout, l'idée, c'était quand même de changer d'échelle. On a encore un objectif de massification. Donc, pas forcément faire des bâtiments 100% terre. Bien sûr, vous savez tous que ce n'est pas l'objectif, même pour la filière, je pense. En revanche, c'est de mettre un peu de terre partout, dans plein de bâtiments, là où elle est pertinente, et pas uniquement avec des maîtres d'ouvrage très motivés, un peu militants, même éclairés. L'idée, c'est que le maître d'ouvrage lambda, le promoteur lambda, puisse avoir les outils pour intégrer facilement la terre crue à ses constructions. Donc, dernier élément, c'est le fait qu'on est dans une échelle un peu intermédiaire entre l'artisanat et l'industrie, et ça, c'est quelque chose que nous répétons très souvent, qui est un peu difficile à justifier, à expliquer, parce que du côté des artisans, on est vu comme les gros industriels, et du côté de l'industrie, ils ne nous regardent même pas parce qu'on est trop petits. Donc, on a une échelle intermédiaire, c'est une production qui est automatisée, ce qui a entre autres pour avantage de réduire la pénibilité de certaines tâches, et puis aussi d'obéir à cet objectif de massification, évidemment. Et en même temps, les volumes de production ne sont absolument pas comparables à ceux d'une vraie usine. Et donc, voilà, cette échelle-là, que ce soit en termes de modèle économique ou en termes de philosophie, on doit constamment la réinterroger et vérifier sa pertinence. Et puis, je ne l'ai pas écrit, mais l'ancrage local, donc le fait que la ville continue à faire partie du projet, c'est aussi parce qu'on veut que ça reste un projet local. La collectivité dans ce projet n'a pas tellement financé, en fait. La ville de Sevran a mis très peu de fonds propres dans le projet. En revanche, on a agi un peu comme l'animateur d'un écosystème. Et ça, le fait d'avoir une assise territoriale, ça permet de jouer pleinement ce rôle. Et deuxième point important, c'est que la collectivité a une capacité, une légitimité à fixer des priorités qui sont basées sur l'intérêt général. Et ça, il y a eu plein de moments dans le projet où c'est l'avis de la ville qui l'a importé, parce que quelque part, on était les pilotes du projet, on était le porteur du projet, et à un moment donné, s'il fallait arbitrer, c'était la ville qui arbitrait. Et puis le fait que la ville a la capacité à ancrer le projet dans l'espace et dans le temps, donc à lui donner une pérennité. Ce n'est pas un investisseur qui vient, qui crée quelque chose et qui se barre 2 ans après. La ville, elle reste. Donc les activités qu'elle accompagne pour qu'elle s'installe dans son territoire, elle a tout intérêt à ce qu'elle reste aussi. Nous avons donc choisi, à partir du partenariat initial, de créer une coopérative pour gérer Cycloterre, pour être l'opérateur de la fabrique. Et vous avez les logos à l'écran de tous les partenaires, des associés.
Donc l'idée, c'était de garantir la continuité des valeurs du partenariat initial, de permettre à la collectivité d'en faire partie, parce que les statuts d'une SIC le permettent. Et puis pour la ville, c'était aussi la façon de vérifier que les fonds publics qui ont été investis, notamment les fonds européens et régionaux investis dans le projet, seront utilisés toujours dans un but d'intérêt collectif. Et puis un tout dernier mot pour dire que ça, c'est tout ce que j'ai présenté, c'est ce qu'on a fait pendant 3 ans. Aujourd'hui, effectivement, Cycleterre prend son envol en tant qu'activité économique, mais la ville et Paris Tarn-Vol, son partenaire, continuent de travailler, on va dire, un peu pour la filière localement, notamment autour du sujet de la formation, parce que vous savez que c'est l'un des sujets principaux qui peuvent, l'un des verrous, au contraire des leviers qui peuvent vraiment permettre à la filière de se développer. Et donc, on a un projet de création d'un centre de formation qui serait aussi un tiers-lieu artisanal à Sevran, pas loin de la fabrique. Et on espère que les professionnels que vous êtes, dans les années à venir, verrez donner des formations, suivre des formations, des ateliers et participer un peu de cet écosystème local. Merci. Merci Sylvia. Alors nous allons passer maintenant au cycle des conférences. Je crois que j'ai débranché un fil en posant le... Je ne sais pas où est-ce qu'il est tombé. Donc je vais appeler successivement les spécialistes. Et donc je vous demanderai pour chaque présentation de tenir le délai de 15 minutes. Et je serai là pour vous rappeler 1 minute avant la fin. Voilà, c'est très simple. Donc je vais appeler Richard Bouillon, Paul Langer, Nicolas Geland. Ils vont nous parler bien sûr de la mise en place d'une filière de terre préparée sur le territoire du Cotentin. Voilà, merci beaucoup. Oui, bonjour, donc en attendant que ça arrive, Richard Bouillon, donc je suis salarié de l'association NR-Terre qui produit de la terre, qui a une filière terre, et je représenterai en même temps François Streff qui n'a pas pu se rendre disponible aujourd'hui. Je peux pas mettre le diaporama. En cliquant droit dessus. Ici, là. D'accord, c'est parce que moi il est en haut. Hop. C'est bon. Non. Si, c'est bon. Donc moi je suis Paul Langer, là je représente la SAPCO pour la filière argile au niveau de la carrière. Et bonjour à tous, Nicolas Geland, je suis aussi représentant de la société SAPCO. Donc pour le défilé, je vais faire une première présentation de l'intervention que devait faire François Streff sur la politique du PNR MCB, Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin, puisqu'on se situe dans le Cotentin, avec un centre qui est sur la ville de Carentan, qui est un bassin marécageux avec une construction Bauge. Avec donc un patrimoine de construction Bauge qui fait l'objet d'une politique d'une trentaine d'années de suivi maintenant. Ensuite, on passera sur la SAPCO et puis on reviendra sur les enjeux autour de la filière terre pour l'activité d'ENR-Terre qui fait de l'ARA auto-réhabilitation accompagnée. En quels enjeux il y a sur le fait de préparer de la terre à partir du moment où vous êtes sur des chantiers avec des bénévoles. Donc pour ce qui était de l'intervention de François, on va l'assez vite comme il n'est pas là. La politique patrimoniale, elle vise à 2 choses. 1, le maintien du patrimoine en place et puis aussi une politique de développement de la pratique de la terre. Donc au travers de ce qui est patrimonial, réparation et politique de développement des enduits avec un accompagnement vis-à-vis des artisans pour les amener à utiliser de moins en moins de chaux dans leur pratique, autant que possible en tout cas, et de développer un réseau d'artisans sur le territoire qui soit le plus opérant possible via une CAE qui est aussi sur le centre-Manche, et puis des artisans plus historiques qu'il a fallu accompagner dans leur pratique pour aller vers une pratique de la terre crue plus avérée encore.
Au même moment, pour ce qui est de la politique du parc, il y a un accompagnement de la construction neuve en terre qui porte sur plusieurs programmes. Un qui était leur propre bâtiment, ce qui est en photo en bas à droite, là. Un deuxième qui est un projet pilote de recherche, qui est le projet COP-Bauge, qui lui-même doit normalement dériver sur 2 constructions à l'échelle 1, auprès d'EPIC sans doute, puisque ça sera vraisemblablement à vocation publique. Et toute cette politique d'une trentaine d'années, forcément, a fait émerger un besoin en terre crue, préparé pour les différents chantiers, avec un premier niveau qui a été la pratique d'Enerter, qui avait mis en place un tout petit système de production, qui s'est depuis développé par des subventions qu'on a pu obtenir via des TEPCV à hauteur de 60 000 €, mais c'est le PNR en fait qui a été l'intermédiaire dans ce cursus-là. Et puis la mise en place aussi d'un inventaire des terres disponibles sur notre territoire. Et là, je passe la parole à Paul. Donc en fait, pour le projet COP-Bauge, François a visité à peu près toutes les carrières du Cotentin pour cibler les carrières qui avaient un potentiel au niveau de l'argile. Il a dû en retenir 6. On est reparti sur la carte des carrières. Donc en fait, là, vous voyez toute la zone du secteur du Cotentin avec les carrières. Donc en vert, c'était les carrières qui ont été ciblées pour leur argile. Donc, suite à la sélection qui a été faite par le Parc des Marais, des analyses ont été faites pour caractériser tous les produits argileux en fait des carrières, où notre carrière a été la plus appropriée en fait pour fournir l'argile et les produits argileux pour le projet COP-Bauge. Donc là, c'est la vue aérienne de notre exploitation. Je laisse à Monsieur Geland. Voilà. Alors on a mangé un petit peu notre capital temps. Je vais très rapidement présenter la société SAPCO. On est une société indépendante. On est une petite entreprise, une PME, donc basée dans le Cotentin, comme on l'a vu tout à l'heure. Et on exploite effectivement un gisement sablo-argileux depuis une trentaine d'années. Qui a une particularité, effectivement, c'est son hétérogénéité. On a une gamme de matériaux très diversifiée, des terres argileuses jusqu'aux argiles au galet et aux veines d'argile pure. Donc, c'est ce qui fait la spécificité de ce gisement-là et tout son intérêt, notamment dans le cadre du développement de ces filières terres argileuses, limon, argile. Alors, SAPCO a très longtemps, depuis plus de 20 ans, cherché à valoriser ces matériaux nobles. Avec peu de succès, il faut bien le dire, jusqu'à présent. Et on constate quand même que depuis quelques années, effectivement, cette filière prend de plus en plus d'ampleur, de valeur, se développe également dans le bon sens, et on en est tous évidemment satisfaits. Et SAPCO espère être aussi partenaire à part entière dans ce développement de toutes ces filières. Donc la SAPCO, en produisant en fait les granulats classiques d'une sablière, a toujours cherché, donc, comme le disait Nicolas, à promouvoir en fait les produits argileux. Depuis une vingtaine d'années, on arrivait à vendre, nous, notre argile, surtout pour les étanchéités de bassin, avec l'argile rouge. Mais les produits limoneux, les sables bruts, en fait, n'étaient pas exploités pour les bâtiments. Depuis peu, avec les monuments historiques, les rénovations de bâtiments anciens dans le parc dans le Cotentin, a commencé à faire évoluer ce point de vue, entre guillemets. Le parc des Marais a aussi aidé à faire émerger cette activité. Et plus récemment, avec Enerter, où là, on a commencé à vouloir voir la faisabilité en fait des produits qu'on pouvait fabriquer. À l'issue du lavage du sable qu'on a actuellement sur la carrière, on avait une boue argileuse en fait qui était inexploitée, qu'on rejetait en bassin de décantation, qu'on a voulu revaloriser, vu qu'on n'arrivait pas localement à développer par le marché des artisans en terre la vente d'argile. On a voulu essayer de trouver d'autres moyens d'y arriver.
Alors, on a mis en place, nous, sur notre site, une unité pilote de production de billes d'argile expansées, qui a été mis en place en 2018. Le principe était assez simple. On venait récupérer nos bouts de lavage, on les pressait, les modelait pour en faire des pelés qui étaient formés en boules au moment du séchage et cuites. Suite à plusieurs problèmes techniques, on a dû trouver d'autres voies de valorisation. Et c'est là qu'avec NRTR et le Parc des Marais, on a voulu voir réellement les produits qu'on pouvait faire et le rendu que ça pouvait avoir. Donc de là, on a fabriqué, donc toujours qu'avec cette argile liquide, les briques de terre allégées, des adobes, des enduits d'intérieur et des BTC non stabilisés. Actuellement, suite à tous ces essais, en fait, on a constaté qu'on pouvait fabriquer des produits et qu'on pouvait mettre cette argile sur le marché de façon à pouvoir aider aussi les artisans de terre en ayant un produit prêt à l'emploi. Donc, on est en train de mettre en place en fait la meilleure unité, enfin, de réfléchir à la meilleure ligne de production pour fabriquer cette poudre. Mais pour l'instant, tout ce on peut commercialiser cette argile sortie de notre filtre presse. Ça a un gros avantage par rapport à l'artisanat à terre, c'est qu'on a une matière qui est toujours constante, la couleur et la composition est toujours identique. On a pu retracer sur des analyses depuis une dizaine d'années, on est rigoureusement identique. Et le gros avantage, c'est qu'il n'y a aucun corps étranger dans cette argile. C'est-à-dire que vous n'allez jamais retrouver un caillou ou autre composant qui pourrait bloquer une machine, un mixeur ou choses comme ça. Ouais, donc il reste 3 minutes. NRTR, en fait, donc autoréhabilitation accompagnée, c'est un artisan salarié de l'association qui va chez des bénéficiaires réaliser des travaux généralement de réparation intérieure ou extérieure et des enduits. Donc c'est un artisan qui arrive le matin et avec lui il y a 5 bénévoles qui ont une connaissance de la terre qui est très aléatoire. Donc c'est un métier qui est hyper épuisant parce qu'il y a la partie physique de la construction et il y a les 5 personnes à gérer qui psychologiquement des fois sont plus usantes que transporter de la terre. Donc l'idée de la filière en fait, c'était de dégager cette question du matériau, en fait, d'avoir un produit linéaire sur la dizaine de chantiers qu'on fait dans l'année et que le mélange il soit identifié, connu et qu'il n'y ait pas cette question pour la personne qui met en application sur le mur. Il sait où il doit emmener les 5 ou 6 bénévoles du chantier, il sait comment doit se réaliser le mélange. Et donc, le partenariat avec la SAPCO, pour nous, il est hyper intéressant parce que, comme vient de le dire Paul, la stabilité de leurs produits, c'est une stabilité de nos solutions aussi à nous, auprès de bénévoles qui ne sont pas forcément confirmés, qui ont beaucoup de bonne volonté, mais qui n'ont pas forcément de geste, quoi. Donc, si le produit est homogène, c'est quand même une garantie de résultat supérieur. Au même moment, oui, alors bon, ça j'ai déjà parlé, je vais vite là-dessus. On a disposé d'un peu de moyens pour développer les machines. On ne va pas rentrer dans la partie technique, plutôt sur la table ronde si ça intéresse des gens. Nous, c'est vraiment une microstructure, hein. C'est 2 tonneurs, 3 tonneurs grand max sur des terres pas trop chargées. Et c'est beaucoup d'artisanat, c'est des machines qui ont été recyclées en grande partie. Et donc les produits, au final, de toute cette filière, donc c'est... Le gisement, je passe. Pour la production, c'est de la terre émotée 5-8 mm, terre tamisée, ce qu'on veut, terre broyée 0,2 mm et un gros marché de BTC qu'on a eu sur la Cité de la Mer à Cherbourg, où il a fallu fournir de la BTC pour un mur intérieur qui a été réalisé exclusivement avec des produits de la SAPCO, c'est-à-dire un mélange argile, sable brut et limon et gravier qui provenaient exclusivement d'un même gisement et qui se sont magnifiquement bien assemblés puisqu'on est au-delà des normes attendues pour du bâtiment public. Et ça consistait en la fourniture de 3000 BTC. Le cadre du chantier, en fait, c'est un gros faiseur local
parce que ça peut donner des idées, un gros faiseur local de la construction qui se retrouve sur un marché public avec une obligation d'utilisation d'écomatériaux et des clauses d'insertion. Donc, de par notre statut associatif, les clauses d'insertion, ça n'a pas été très compliqué à trouver. On avait une boîte d'insertion à côté. On a formé les gens de la structure à la pose de BTC. Et la fourniture du produit, pour nous, ça a été un peu un challenge, d'autant plus qu'on a perdu la terre avec laquelle on pensait le faire un mois avant le début du pressage. Et la presse, c'était celle de Laurent, je ne sais pas s'il est là, Laurent Goudet. Il vient cet après-midi. Et donc, on tournait au mieux à 800 briques par jour de 8 kilos, avec un salarié presque 1,5, quoi. Et la dernière photo à droite, c'est le fameux projet COP-Bauge, qui là vient d'être enduit avec les bouts de la SAPCO, qui sont à, je crois, 8% de chaux adjuvanté, je crois. Et la photo en haut à gauche, pour terminer, c'est la fameuse terre rouge qui a aussi un usage derrière qui est majeur, qui est tout ce qui est correcteur thermique, puisque c'est avec elle qu'on fait les barbotines pour le miscanthus ou le chanvre ou le roseau pour François. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, le temps qu'on installe nos amis Daniel Turquin et Andreas Crevette qui vont nous parler des matériaux alliant 100% argile, prêts à l'emploi, une offre alternative, décarbonée et qui représente un marché loin d'être négligeable. Voilà, donc Andreas Crevette qui a été un des premiers à vraiment lancer le marché des terres à enduire. Oui, donc bonjour tout le monde. Effectivement, il y a 25 ans, on peut dire que les enduits terre, on n'en parlait pas. Ça n'existait quasiment pas, sauf quelques-uns par-ci, par-là. Et que, donc, il y a 25 ans, j'ai créé la société Acter. Et que, effectivement, je pense que j'ai introduit les matériaux en terre prêts à l'emploi en général, mais surtout les enduits. Et donc, quand Daniel sera prêt, on va laisser parler Daniel, et puis on se passera le micro de temps en temps. Voilà. Ok. Bonjour tout le monde. L'idée de cette intervention avec Andreas, c'est de faire un petit peu le point, faire une situation et puis une petite analyse de marché sur ce qu'on appelle les matériaux prêts à l'emploi, composés principalement avec comme liant, 100% même comme liant avec l'argile. C'est l'argile qui nous lie, c'est le slogan d'Aster. Donc on part sur cette hypothèse de matériaux 100% argile. Donc, prêt à l'emploi, il s'agit donc d'une offre alternative fortement décarbonée et qui va s'appliquer principalement pour des usages internes à la maison, exceptionnellement externes, mais dans certaines conditions, puisque ce sont des matériaux tout à fait réversibles. Et donc, ces matériaux se développent sur le marché depuis une vingtaine d'années maintenant en France, peut-être un petit peu plus, mais enfin c'est une progression. Et donc c'est un marché qui aujourd'hui ne se classifie pas sous le terme architecture de terre, puisque c'est un matériau qui a une certaine banalité, ce sont souvent des enduits, des revêtements. Et on voulait un peu montrer l'importance en termes d'économie carbone sur ces matériaux. Voilà, donc on va faire un petit tour d'horizon et puis essayer de voir un peu sur le marché. Donc sur le plan environnemental, je crois que ce n'est pas la peine qu'on développe trop, hein. Vous connaissez un peu tous, vous êtes déjà intéressés à ces matériaux, hein. Donc ce sont des matériaux qui ont un coût environnemental relativement intéressant à partir du moment où ils sont utilisés dans des distances raisonnables, bien évidemment. Et donc ils ont
très probablement un rôle important à jouer dans la décarbonation du bâtiment pour les décennies à venir, sur lequel je pense qu'on est tous sensibles à ça, quoi. Quelques chiffres simplement pour vous donner une idée de ce que représentent. Donc, ces chiffres ont été un peu glanés auprès d'un certain nombre de fabricants de matériaux prêts à l'emploi sur un marché qui actuellement, marché du revêtement intérieur, représente environ 60 millions de mètres carrés. Donc c'est principalement des enduits dont on va vous parler, puisque c'est les matériaux qui sont le plus faciles à préparer et à transporter sur les chantiers et utiliser directement sur les chantiers. Les revêtements minéraux sur ces 60 millions de mètres carrés représentent environ 20% de marché. Donc c'est là-dessus que nous ciblons le développement de ces matériaux, ce qui représente un marché de 12 millions de mètres carrés environ. Ce n'est pas une analyse très poussée, hein. Ce sont des chiffres un peu rassemblés, glanés de ci et là. Et donc les matériaux argile mis sur le marché représentent aujourd'hui, ou plutôt il y a 1 an ou 2, les chiffres datent d'il y a 1 an ou 2, hein, puisqu'on avait préparé cette intervention avant le Covid, était de l'ordre de 4000 tonnes par an. Je pense qu'aujourd'hui, on peut parler de 6000 tonnes, 7000 tonnes par an, avec les quelques informations que j'ai rassemblées encore ces jours-ci. Cela nous donne environ 200 000 à 350 000 mètres carrés d'enduit terre mis en place par an, ce qui commence à faire quelques zéros après. Voilà. Donc, en termes de pourcentage, c'est une estimation aussi. Ça représente un très faible pourcentage du marché des revêtements intérieurs. Mais si on se cantonne sur les marchés de revêtements minéraux, hein, comme la chaux par exemple, hein, ce marché représente autour de 2% actuellement en France. Donc le prêt à l'emploi, c'est de la préparation en atelier, hein, c'est de la formulation en atelier, comme on pourrait dire, par opposition à la formulation au pied du mur. Donc de la formulation formulation en atelier, qui va permettre d'accompagner les artisans ou les clients ou les autoconstructeurs pour développer et construire leur chantier. Tu veux parler un peu ? Je continue. Voilà, donc le développement passe aussi par les compétences des entreprises. Les entreprises qui font du revêtement utilisent de plus en plus des machines, du matériel pour pouvoir développer ça. Donc il a fallu mettre au point un certain nombre de produits. Hein. Donc tous les fabricants français, on doit être une grosse dizaine de fabricants en France qui font ce genre de produits prêts à l'emploi. Donc ça passe par la mise en sac et du transport sur les chantiers à travers des machines à projection. C'est bon. Ouais. Le marché évolue depuis pas mal d'années, notamment avec l'évolution et la mise sur le marché des isolants végétaux, des isolants biosourcés. Et on voit l'utilisation de plus en plus importante d'enduits forte épaisseur. D'enduits forte épaisseur, pourquoi ? Parce que on peut utiliser ces épaisseurs pour envelopper des réseaux, pour développer des murs climatiques, pour aussi protéger et envelopper les constructions paille, qui nécessitent aussi des fortes épaisseurs, puisque c'est probablement les techniques qui vont chercher des épaisseurs de l'ordre de 5 cm, hein, donc ça fait passer une assez grande quantité de matière. C'est également pour tous les autres isolants biosourcés, hein, je ne vais pas vous faire la liste, je pense que vous connaissez, hein, en commençant par le chanvre et puis tout un tas d'autres qui commencent à se développer, mais également pour apporter de la masse.
lorsqu'on construit une maison extrêmement légère pour l'isolation, la masse est intéressante à pouvoir intégrer à l'intérieur. Les enduits permettent de répondre à ce type de besoin. Pour apporter de la régulation hydrique aussi, puisque ça, on commence à être très très sensible à cet aspect-là. Les thermiciens sont un peu en retard sur cette analyse, mais on a de plus en plus de demandes d'apporter une régulation hydrique à l'intérieur. Pour le réagréage de supports irréguliers, pierres, pisés abîmés, etc. Et également pour protéger tout ce qui est matériaux inflammables, biosourcés par exemple. Voilà. Voilà, moi, je voudrais insister sur 2-3 points là-dessus. C'est la capacité de régulation de l'hygrométrie qui a un vrai impact. Par exemple, quand vous avez une VMC hygroréglable, elle fermera beaucoup plus vite parce qu'une partie de l'humidité de votre douche, de votre cuisine, va être absorbée par les murs et va être rendue lentement, et qui régule l'hygrométrie à un niveau qui est agréable à l'être humain, premièrement. Deuxièmement, la capillarité de ces matériaux fait qu'on a des isolants genre panneaux de fibre de bois ou panneaux de roseau ou autres panneaux rigides qu'on colle sur le mur. On parle de murs perméables à la vapeur d'eau du début jusqu'à la fin et de murs capillaires du début jusqu'à la fin. Et là, pas de vide d'air, capillarité complète dans les deux sens, et que effectivement les thermiciens ont un peu, moi je suis assez d'accord avec ça, ont un peu de retard. Pourquoi? Parce qu'on fait semblant qu'il n'y a que l'humidité ne vient que de l'intérieur vers l'extérieur. En réalité, il y a de la condensation dans le mur. Il y a une partie de cette humidité qui revient à l'intérieur par capillarité, sauf que si on met des pare-vapeurs, des freins vapeur, ça ne marche plus. Donc là, il y a des choses quand même à revoir un petit peu, et où ces matériaux fonctionnent très très bien, et où on arrive à faire même de l'isolation sur des supports complètement fermés, et malgré tout, le matériau va faire aller-retour. On reviendra là-dessus encore une fois. Voilà. Oula, ah ben, oui, c'est bon. C'est bon. Donc en termes de marché, j'ai sorti un seul graphique, non, il y en a un petit deuxième après, et donc le seul graphique sur l'aspect du marché, c'est les études de Negawatt, donc la dernière qui est sortie il n'y a pas très très longtemps. Et d'ailleurs, Negawatt a sorti une analyse qu'ils appellent Negamat maintenant sur les matériaux, qui est très intéressante, je vous invite à aller la chercher. Et donc, on voit sur leur analyse, pour obtenir des résultats intéressants, c'est l'objectif des études Negawatt en 2050, donc une analyse du parc résidentiel. Et on voit en vert, alors je ne sais pas si la souris me permet de vous montrer la zone. Non, il ne voit pas la souris. Bon. La zone verte qui est en progression entre 2020 et 2050, c'est en fait ce que Negawatt peut appeler les objectifs de rénovation thermique des bâtiments. Rénovation thermique complète des bâtiments existants, hein, puisque c'est de la rénovation, bien sûr. Les zones en bleu qui sont relativement linéaires en haut de la courbe, ce sont les constructions neuves qui, elles, vont relativement être stables. Il ne va pas y avoir une progression très, très importante de constructions neuves, mais il va y avoir un marché énorme qui devrait se développer, hein, si on choisit la rénovation thermique, qui devrait se développer. Et dans cette partie-là, les matériaux isolants biosourcés vont avoir besoin des enduits et de la terre. Et donc là, il y a un marché très intéressant, très fort à développer. Je rappelle juste un chiffre. Le bâtiment, c'est 40% du CO2 en France. Et c'est sur les deux facteurs, sur l'utilisation des bâtiments et sur les matériaux de construction et leur mise en œuvre. Donc il faut travailler sur les deux et pas que sur le fait de bien isoler. Voilà.
On va faire assez vite, donc je balaye un peu des photos. C'est pour vous montrer l'importance des chantiers qui commencent à se développer. Beaucoup de chantiers publics qui utilisent chanvre-argile en isolation et enduit terre pour pouvoir protéger toutes ces constructions, donc en isolant biosourcé. Voilà, on balaye assez vite. Et ce diagramme qui est intéressant par rapport à l'absorption de vapeur d'eau, parce que ça, c'est une notion importante de confort. Et donc, on voit ici les capacités d'absorption des enduits terre. Et on voit très bien qu'à partir de 15 mm, on a des courbes intéressantes au niveau d'absorption-résorption. Donc, c'est pour ça qu'il est intéressant de ne pas hésiter à augmenter les épaisseurs. C'est comme ça. Bon, voilà, on balaye un peu. Et je vais vous montrer très rapidement 5 ou 6 diapositives. Andreas n'était pas d'accord pour que je les présente, hein, que j'ai appelé ça le musée des horreurs, où en fait les difficiles retours d'expérience, puisque bon, nous avons quelques décennies d'expérience dans le développement de ces matériaux, et avec l'aide de réseaux de distribution, on a été amené à intervenir ou à former ou à accompagner des quantités importantes de chantiers, de particuliers ou d'entrepreneurs, ce qui nous a permis d'avoir qui nous permet d'avoir une certaine expertise sur les mariages de matériaux. Allons-y vite. Voilà ce que l'on voit dans certains cas. Alors on dit que le matériau terre est un matériau perspirant, c'est un matériau qui respire, c'est un matériau qui régule l'humidité. C'est effectivement très intéressant, mais on voit très bien que c'est aussi un aspirateur de fond. Et donc ça fonctionne bien, effectivement. La transpiration, la perspiration, ça fonctionne bien. Mais des fois, ça vient perturber beaucoup de chantiers. Donc il y a une expertise à développer sur tous ces mariages de matériaux. Voilà, ici on voit de la corrosion, parce que l'humidité circule dans nos matériaux, mais effectivement, de temps en temps, les fils de fer ne sont pas très contents. Ce sont des matériaux très, très capillaires, et des fois, on a des surprises sur des mélanges, etc. Voilà, je balaye et j'arrête le musée des horreurs, mais voilà, toutes ces expériences sont intéressantes. Et donc les fabricants, les négoces spécialisés qui ont déjà commercialisé des quantités importantes de ces matériaux ont aussi une expertise à proposer. Voilà un peu ce que nous permet de faire les enduits et les matériaux prêts à l'emploi. Autre élément sur lequel je n'ai pas eu le temps de beaucoup développer, c'est qu'on a des chiffres qui nous annoncent 80% de la population vivant en zone urbaine à échéance 2050. C'est énorme, donc il y aura besoin, si on veut décarboner un peu le bâtiment, de pouvoir offrir dans les zones urbaines des matériaux décarbonés pour répondre aux objectifs de l'amélioration de l'habitat en termes de carbone. Voilà, merci pour votre écoute. Alors, on va vite se préparer pour la troisième présentation avec M. Rodrigo Fernandez, le coworking industriel pour démocratiser la terre crue. C'est la société TerraBlock qui est basée dans la région de Genève. Et le site de production, je crois que c'est en Genève et Lausanne. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je m'appelle Rodrigo Fernandez. Je représente l'entreprise TerraBlock. Ici présent aussi le cofondateur Laurent de Wurstenberger, architecte. Je suis moi-même ingénieur en matériaux. Et puis, pour vous présenter le coworking industriel, on s'est dit qu'il c'était important que vous compreniez un petit peu la genèse de notre démarche et pour expliquer aussi les difficultés qu'on a rencontrées avant d'arriver à des solutions qui, peut-être, dans le futur, seront pérennes pour démocratiser la terre crue. En 2011, on se réunit avec mon associé autour de la même thématique qui nous meut à tous, qui est la problématique des déblays d'excavation terreux. Et pour vous donner une idée, les agglomérations suisses génèrent 2 millions de mètres cubes d'excavation du haut chantier par an. Ça représente peu par rapport au Grand Paris, bien sûr.
Mais voilà, chaque agglomération à son échelle a ses problèmes. Et puis, on a voulu adresser cette question en proposant une alternative, sachant qu'il y a beaucoup de déblais d'excavation du Grand Genève qui font plus de 100 km des fois pour aller en France voisine parce que les décharges sont moins chères. Et on s'est retrouvé autour de cette idée de développer le BTC avec un petit prix qu'on a gagné en 2011 et une première presse semi-thermatique achetée en Belgique qui nous a valu notre premier bloc en 2011 où on est très fiers et on pense qu'on va envahir la planète de notre super technologie. Voilà, c'est une belle aventure tout de même avec toute une série d'expérimentations. Donc, je tiens à vous dire bien sûr que nous on a développé le BTC-S, donc on travaille surtout du stabilisé et on fait du non stabilisé sur demande. Donc ce que vous allez voir, c'est des projets en BTC stabilisé, pour être complètement transparent. Donc de 2013 à 2020, on a développé des productions in situ. On avait un modèle où cette presse bougeait sur les chantiers avec les contraintes que ça implique d'avoir un climat qui correspond, d'avoir une toiture, d'avoir de l'espace pour stocker les palettes. Donc voilà ici en 2013 avec Vincent Rigassi qui est venu nous aider pour nos premières productions, pour faire des premiers ouvrages qui sont assez exemplaires, qui respectent un petit peu les règles d'usage de la terre crue tout de même, bonnes bottes, bon chapeau. Notamment ici à Vessy, dans la périphérie de Genève. Et puis on s'est expérimenté un petit peu avec ces chantiers participatifs, et puis ces chantiers des fois dans des conditions climatiques assez extrêmes. Pour vous dire aussi que la BNC fonctionne très bien, le bloc de neige compressé, on en a fait, et ça faisait des super igloos. Et on a expérimenté bien sûr les modèles autobloquants, pour faire des coopératives. Les coopérateurs ont eux-mêmes monté leur bloc ensuite pour créer leur cloison entre appartements dans une structure bois. Ceci, c'est une expérience en 2017 qui est intéressante parce que c'est la première fois on arrive à faire un BTC porteur. Il faut bien comprendre, et vous le savez tous, que la terre est non normée, encore moins en Suisse. Et donc, il a fallu convaincre les ingénieurs civils, le maître d'ouvrage qui était la ville de Genève, pour créer ce réfectoire scolaire en porteur. Donc on n'a pas fait un ATEX, mais on a presque fait des essais qui correspondent à un ATEX pour convaincre l'ingénieur civil du projet, sachant en Suisse qu'on n'a pas de bureau de contrôle. Mais l'ingénieur civil prend toute la responsabilité, donc il devient lui-même son propre bureau de contrôle, quelque part. Donc voilà un petit peu l'exercice du maçonnage avec les partenaires. Donc vraiment, on travaille avec les métiers courants de la construction. C'est des maçons qui aussi apprennent à travailler ces nouveaux matériaux. Voilà le rendu des murs porteurs sur 2 étages en BTC, encore des expériences. Donc vraiment, on a roulé un petit peu notre bosse. Ça, voilà une école à Estavayer-le-Lac, où les murs non porteurs sont réalisés sur site. Et puis, on s'est assez rapidement rendu compte que c'était assez difficile. Et on a trouvé un atelier de fabrication assez rapidement qui, en parallèle, nous permettait de produire les matériaux pour livrer des chantiers qui ne pouvaient pas nous accueillir avec notre machine et qui n'avaient pas l'espace de monter une chaîne de fabrication. Donc voilà un vieux concasseur cribleur qu'on a récupéré pour pouvoir préparer nos matériaux, les mettre à l'abri et pouvoir travailler un petit peu en hiver. Voilà notre halle de 400 m² où on pouvait travailler en hiver et faire nos BTC stabilisés avec un peu plus de rationalité, un peu plus de contrôle de qualité. Ça nous a valu aussi des beaux projets, des mandats publics, notamment le Grand Théâtre de Genève, qui a eu la chance d'être lauréat du TerraFibre Award en début d'année. Et puis, fort de toutes ces expériences, au bout de 6 ans, on cumulait un déficit assez colossal. On avait de la peine à justifier ça auprès de nos investisseurs. Puis on a eu une bonne étoile. On a eu un industriel qu'on a connu et qui nous a dit « Pourquoi vous n'essayerez pas de faire des BTC dans mon usine ?» C'est un producteur de pavés, d'éléments de parpaing, et plutôt d'éléments de murs en béton architectonique pour les aménagements extérieurs. Et c'est ainsi qu'est né, en fait, par d'abord une rencontre amicale, un coworking industriel. Le concept, c'est de louer l'usine à la demande, nécessitant peu de transformation. Et puis là, donc, c'est une entreprise familiale de 125 ans qui fait du béton et qui se rend aussi compte qu'elle doit un petit peu innover. Peut-être que ses produits vont devenir obsolètes et puis qu'il faut essayer de se placer dans un marché un peu plus écologique. Et voilà nos premiers essais avec ces moules en pavé, où on a très rapidement vu qu'en réglant quelques boutons, on arrivait à faire des BTC par la méthode de vibrocompaction. Donc ici, c'est contrairement à ce que font nos collègues de Cycloterre ici, on est sur une presse qui fait de la vibrocompaction. Donc c'est plus la vibration qui densifie la matière que la compression elle-même.
Et puis voilà les premiers essais de BTC avec cette équipe, aussi une grande aventure humaine. Donc c'est des gens qui font du béton depuis 100 ans, mais qui sont complètement ouverts à cette collaboration. Et ça, c'est aussi extrêmement enrichissant. Et puis, quand on essaye de développer ces filières, eh ben, on se pose tout de suite les questions de l'approvisionnement en matières premières. Donc, on a dû trouver des partenaires. C'est tout des coworking, c'est tout des sous-traitances et des partenariats de confiance qui sont créés. Là, on a une entreprise régionale qui est à 10 km de l'usine, qui a des gros concasseurs. Notre vieux concasseur était complètement sous-dimensionné. Et nous sélectionnons les matières premières. Elles sont criblées par un partenaire, envoyées à l'usine du second partenaire. Et comme ça, de fil en aiguille, on arrive à une production industrielle rationalisée. Donc c'est un parti pris parmi d'autres. On a pu investir, voilà un exemple d'un moule dans lequel on investit, c'est le premier format. Et puis les premières planches qui sortent avec des cadences de production qui sont assez élevées et qui, dans un premier temps, étaient assez presque, qui nous choquaient pas mal. Ce développement industriel, quand vous avez une grande machine à disposition, ça permet un petit peu de réfléchir à de la complexification des produits, à de la simplification de la mise en œuvre sur le chantier. C'est l'exemple, par exemple, de ce produit un peu plus loin, d'accord, de ce produit qu'on a dénommé TerraPlaque, qui s'apparente à une plaque Alba, en fait, mais qui est composée principalement de débris d'excavation terreux, de 4% de ciment et d'un petit peu d'argile expansée. Donc là, on doit un petit peu travailler avec des matériaux allégeants, parce que la grosse problématique de la terre compressée, c'est qu'elle est lourde. Et puis, en fait, on crée des surdimensionnements massifs si on veut faire 5 étages en cloisonnement terre crue, parce qu'on est trop lourd. Donc voilà un petit peu des compromis. Nous sommes une boîte de compromis à la Suisse, on peut le dire, on n'a pas peur de le dire. Mais ça a permis des développements assez intéressants. Et puis, voilà, par exemple, des blocs relativement massifs de 30 cm d'épaisseur pour faire des murs porteurs. Donc, voilà, ça nous a permis de développer une certaine gamme qui répond des fois à une demande des architectes, différentes applications. Et puis, on a eu la chance d'être suivis, d'être des architectes qui nous ont fait confiance, des maîtres d'ouvrage, souvent au début qui sont des maîtres d'ouvrage publics, des façades qui sont certes stabilisées mais tout de même relativement exposées, où on arrive un petit peu à changer les projets des architectes en leur disant attention, il faudrait quand même mettre un avant-toit. Voilà un concours pour un EMS où par exemple il n'y avait pas d'avant-toit qui était prévu, donc on arrive un petit peu à donner un petit peu plus de sécurité, mais avec tout de même très peu de recul, même si c'est une façade en stabilisé. Voilà bien sûr des écoles qui sont des beaux exemples. Ici, Phase Architecte dans le canton de Fribourg. Des bâtiments publics, des atriums pour la Maison de l'Environnement. Donc on sent que ça commence à prendre. Et puis ce qui est intéressant, c'est que cette application industrielle, elle permet de faire du volume. Elle permet de répondre à des appels d'offres qui sont assez des fois ambitieux, de répondre aussi à des grands concours. Et puis voilà les exemples de mise en œuvre des petits schémas techniques qu'on fait pour essayer d'expliquer comment fonctionnent les produits. Voilà les essais sur ces cloisons relativement fines. On fait des essais avec des électriciens, on essaie bien sûr des enduits à l'argile, on colle à l'argile. Et puis voilà les premiers essais de réalisation de ces produits où vraiment il y a une volonté de rentrer dans le conventionnel et de toucher les plâtriers qui, en fait, sur un chantier, peuvent passer de produits plâtres aux produits à base de terre. Et puis il y a un projet en cours qui nous travaille actuellement beaucoup, passablement, sur lequel on travaille beaucoup, c'est Roger Boltzhauser, c'est un architecte suisse qui est un petit peu le fer de lance de la construction en terre en Suisse et qui s'est lancé avec un promoteur immobilier privé pour faire un bâtiment porteur, donc Ré+4, où il y a une façade en BTC et puis des murs porteurs intérieurs. Donc ça, ce sont des images de synthèse, bien sûr. C'est un projet qui démarre à la fin de cette année et où il y a une commande globale de 3700 m² de BTC entre la façade et les murs intérieurs. Et qu'on va répondre avec 2 usines partenaires sur différents formats de produits. Un petit peu de recherche et développement. On ne s'arrête pas simplement à essayer à stabiliser la terre. On essaye d'avancer tout de même. Voilà des essais mécaniques faits en laboratoire, bien sûr, pour valider la portance de ces maçonneries. On travaille sur un projet de ourdi pour essayer de faire des dalles mixtes bois-terre sans avoir de dalles collaborantes en béton armé. On travaille sur des liants alternatifs. On vient de déposer un projet à InnoSuisse, qui est une entité publique de financement de recherche,
où on a essayé quelques liants alternatifs. Ces liants alternatifs ne sont pas de base cimentaire, mais ils ont tout de même un certain impact environnemental. Donc ça va tout de même être aussi une recherche de balance entre quel impact environnemental on arrive à réduire par rapport à celle du ciment et quelles propriétés ces liants alternatifs, qu'ils soient d'origine minérale ou biologique, peuvent apporter pour améliorer peut-être la portance des produits en terre. Et puis une filière d'extrusion avec un partenariat industriel aussi sur l'extrusion. Donc en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'avec le recul, les industriels font confiance aux gens qui pratiquent la terre, et même s'ils ne sont pas issus de cette industrie, là c'est bien sûr des gens qui font de la terre extrudée, donc on travaille une terre qui est complètement régulière, mais on va expérimenter la terre extrudée bien sûr non stabilisée, avec des produits, par exemple celui-ci, un bloc coffrant, dans lequel on viendrait soit remplir d'isolant, soit remplir de terre coulée. Donc voilà des champs d'expérimentation qui s'ouvrent à nous et qui sont bien sûr inspirés de tout ce qui s'est fait beaucoup en France et tout le normatif qui a été fait ces 10 dernières années nous aide énormément à démocratiser ce produit en Suisse. Parfait. Merci. Donc, au niveau des normes, on est aussi en train de travailler avec la commission, la SIA, la Société des ingénieurs et architectes suisses, qui sont des commissions relativement restreintes et dans lesquelles c'est difficile de rentrer. Et on a réussi à les intéresser à la terre crue dans le but, à terme, à long terme, de pouvoir s'inspirer des normes françaises, des normes allemandes, pour introduire la terre crue dans les normes de maçonnerie suisse. Donc c'est un travail de longue haleine qu'on mène bien sûr en parallèle. Puis j'aimerais finir par ce slide. Peut-être ça va ouvrir le débat. C'est un comparatif de la chaîne de fabrication artisanale que nous essayons de perpétuer, que nous aimons parce qu'on est né de cette chaîne artisanale et on essaye de la faire perdurer en tout cas une fois par an. Et puis ça vous montre un comparatif des deux chaînes de production. Lorsqu'on est en artisanal, on produit 20 mètres carrés par jour, on a besoin de 5 ouvriers. Nos produits de vente tournaient autour des 160 francs, on a converti en euros, mais aujourd'hui c'est la même chose. Donc en vendant 1000 mètres carrés par jour, on faisait 160 000 euros de chiffre d'affaires et on couvrait un poste de travail plein temps. Et puis on avait un déficit de 100 000 euros par an. Au bout de 3 ans, on s'est dit, bon, il faut peut-être trouver une autre solution. Et là, on a eu la chance de pouvoir développer ces modèles. Et là, vous voyez un peu les facteurs de multiplication ou de division. Donc avec les 5 ouvriers de l'usine Corna du partenaire qui se sont formés à nos matières premières, eh ben, on multiplie par 20 les capacités de production, on divise par 2 le prix de vente au mètre carré. Bien sûr, on augmente le chiffre d'affaires sans pouvoir forcément engager beaucoup plus de monde. Mais par contre, le gros impact, c'est qu'on multiplie par 5 le nombre de mètres carrés qu'on arrive à livrer sur les chantiers en Suisse. Et ça, pour nous, c'est important. Et c'est ça, on pense, qui est un des moyens de démocratiser, c'est d'essayer de perpétuer, bien sûr, un savoir-faire artisanal quand il y a le souhait du client, mais c'est aussi de pouvoir rentrer dans le BTP de façon régulière. Voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci à la Suisse de Genève. Alors, très bien. Voilà, donc on est parti pour accueillir... alors c'est monsieur Bende Kouman, j'espère que je prononce bien son nom, et qui va nous parler donc de BC Matériel en Belgique, Urban Earth Mining. Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle Ken de Kooman de BC Architect, BC Studies, BC Materials de la Belgique, en fait de Bruxelles. Et voilà, ce sont 3 entités légales que nous avons dû monter pour pouvoir faire ce que nous pensons c'est nécessaire en Belgique de faire pour notre secteur de la construction. On a commencé comme des architectes en 2009, officiellement en 2012. On est directement allé dans la terre crue, petit projet d'abord, depuis de plus en plus. Et on a monté BC Materials à 2018. C'était 1 an après que nous étions inspirés de l'expo Terre de Paris en 2017. Mais bien sûr, ces 3 entités légales, c'est une boîte, une entité, une collectif des gens. Maintenant, nous sommes environ 25 personnes dans l'entreprise qui travaillent dans différents sujets, architecture, éducation, recherche, production de matériaux,
expertise, consultance et des choses comme ça. Parfois exécution aussi en Belgique. Mais je focalise aujourd'hui maintenant sur BC Materials. BC Materials, en fait, vous l'avez entendu déjà plusieurs fois. Pour nous aussi, nous nous situons dans l'économie circulaire. Ça veut dire que nous utilisons des terres de chantier, la même philosophie que TerraBlock ou Cycleterre. Et en fait, en Belgique, on a dans la situation de 37 millions de tonnes par an qui sont gérées dans une filière de terres d'excavation. Et en fait, nous entrons dans deux espaces dans cette filière de terres d'excaver. Le premier espace, en fait, c'est sur chantier même, avec machinerie mobile. Et la deuxième, c'est dans notre halle de production de stock à Centre Bruxelles. Donc, c'est aussi production urbaine à Bruxelles. Voici le sable bruxellien, un sable fin, qui est excavé ici à Haute-Bruxelles. Bruxelles a une partie haute, partie bas. Partie haute, ce sont des montagnes de sable, historiquement un sable de mortier. Il y avait des carrières à Bruxelles qui maintenant sont construites avec des bâtiments, bien sûr, mais donc historiquement, il y avait des petites carrières qui exploitaient cette ressource. Mais un peu plus profond, surtout sur Bas-Bruxelles, on trouve des argiles super corrosifs, de super grande qualité. En fait, c'est la couche yprésienne, ou dans des autres endroits en Flandre, il y a par exemple Wienerberger qui ont fait des briques en terre cuites, par exemple. C'est la même couche géologique. Maintenant, c'est comme à Paris, c'est comme à Genève. Maintenant, c'est considéré comme un déchet une fois que ça part du chantier. Et ça va dans des landfills, dans des remplissages de carrières et tout ça. Donc, il y a tout un enjeu de jeter ces couches non polluées, non perturbées, parfaitement géologiques, comme une carrière dans la ville. Pour les sables grossières, on utilise le béton concassé et les briques concassées. Ce sont deux filières bien établies en Belgique. Et voilà une photo ici de notre halle de production. C'est 1200 mètres carrés entre-temps. Ici, on voit une photo encore de 500 mètres carrés, mais on a expandé. Et donc ici, dans la ville aussi, il faut être un peu créatif avec les budgets que nous avons. Nous sommes dans une friche, un usage temporaire de quelques ans. Et donc tout ce que vous voyez ici, on peut démonter et emmener. Et donc en fait, on va le faire dans 2 ans, 1 an et demi. On va déménager, on va emmener tous ces composants pour le recomposer d'ailleurs. On est parti sur une production petite, donc machine à compression hydraulique pour les blocs en terre comprimés, des malaxeurs planétaires pour mélanger les enduits et les pisés. Et maintenant, on est en train de faire l'étape vers un coworking industriel. Vous voyez, on s'inspire tout le monde pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas pour pouvoir répondre à un marché qui est en train de grandir. Peut-être intéressant à dire aussi, c'est qu'en fait, en Belgique, il y avait avant 2 producteurs qui ont investi dans la terre crue en Belgique, qui ont fait tous les 2 faillite dans les années 2010-2013. Et en fait, c'était à chaque fois la même chose. Ils ont investi trop avant pour un marché qui n'était pas encore prêt à avoir la demande. Et donc, chez nous, notre approche est un peu différente. En fait, on a commencé petit et on grandit ensemble avec le marché qu'on est en train de créer aussi en Belgique nous-mêmes par les autres activités. Je vais en parler plus tard. Donc, 3 matériaux, briques en terre comprimées, enduit d'argile. Stabilisé et non stabilisé. Stabilisé à la chaux, 4%. Et le pisé, les mélanges pisés, on a des différentes couleurs pour chaque produit, des différentes couches géologiques qui donnent des couleurs gris, brun, rouge et le blanc, on doit composer avec de l'argile de Cologne. Et donc ici, on fait des projets avec ces produits. Ici, par exemple, le tour d'un parc naturel à Limbourg, en Belgique. En fait, ici, c'était fait ensemble avec Crater, donc BC avec Crater. Ici, projet public, petite classe avec des blocs en terre comprimés. Ici, ils sont issus près du chantier. Donc, ce ne sont pas des matériaux de stock, ce sont des matériaux spécifiquement produits pour ce chantier, avec une couche chaud-chanvre comme isolation et comme façade.
Et voici des exemples de différentes couleurs, ici le rouge et le beige, de l'enduit d'argile issu des terres d'excavation de la Belgique. Mais donc voilà, c'est ça notre histoire de coopératif de matériaux, de production des matériaux. Mais en fait, à côté, et c'est un travail qui est aussi important que être un producteur de matériaux, c'est tout le travail qu'on fait pour faire le marketing des produits en terre crue en Belgique. La Belgique n'est pas aussi loin que, par exemple, la France ou l'Allemagne au niveau de l'implémentation des produits en terre crue. On a la brique cuite dans le ventre, nous disons. Et donc, en fait, il faut créer toutes les activités autour pour faire grandir le marché ensemble avec notre production. Et donc, ce sont 3 activités. Le premier, c'est le design et prefab. On fait des petits projets, mais pour des objets intérieurs, par exemple des comptoirs en pisé ici. On a aussi fait les vitrines à Hermès ici à Paris, en pisé rouge. On a fait aussi, j'ai un peu choisi les projets en Paris parce que nous sommes à Paris. On a fait le Tekes restaurant à Paris aussi. Donc en fait, le design et prefab, pour nous, c'est pour sortir des objets dans le marché, dans notre société, qui peuvent tirer l'attention du marché vers ces matériaux en terre crue. On a un grand travail de workshops, trainings et lectures. Donc workshops pour des participants, trainings c'est pour des entrepreneurs. On est sur chantier avec des entrepreneurs qui n'ont jamais travaillé avec la terre crue. On est sur chantier parce que sinon ça ne marche pas. Donc les enduiseurs de plâtre, les chapistes parfois pour la terre coulée, des entrepreneurs bioécologiques pour leur aider à implémenter les techniques de terre crue pour la première fois. Donc on est vraiment avec eux pour faire réussir leurs premiers essais avec la terre crue. Parce que si ça ne marche pas avec leurs premiers essais, c'est un peu foutu avant qu'ils vont réessayer plus tard. Donc c'est très important. On a des Earth Discovery Days, Team Building Workshops. On reçoit pas mal des boîtes d'archi, par exemple, qui sont tous avec les mains dans la pâte pendant toute une journée avec la terre crue. Avec des universités, on reçoit de nombreuses universités avec leurs étudiants et avec les entrepreneurs aussi. On fait des spéciales dans cette workshop et trainings. Le Design September, c'est quelque chose à Belgique pour le design, le monde du design. On y est impliqué. On organise le Archi Week. Qu'est-ce qui est en train d'arriver en architecture à Bruxelles, en Belgique en fait. Et c'est toute une semaine que nous sommes curateurs pour l'architecture. Et donc on parle de la terre crue à chaque fois. Donc nos activités sont vraiment, vraiment très, très larges. On fait de la consultance, par exemple, recherche et développement. C'est ça un peu notre recherche de coworking industriel. Comment revaloriser les terres d'excavation du métro 3 à Bruxelles. Vous entendez la même histoire qu'ici à Paris. Et donc, en fait, ici, on est en train de travailler avec le CSTC. C'est un peu comme le CSTB en France. Et donc maintenant, le CSTC est totalement impliqué dans la terre crue avec les tests. Ils sont en train de maintenant suivre les commissions techniques européennes. Ils vont faire partie maintenant. Donc, en fait, c'est tout un activisme, toute une mobilisation de faire tous ces projets pour que tous ces acteurs en Belgique s'orientent de plus en plus vers la terre crue comme une des options valables. Ici, consultance pour Arles, sud de la France, pour faire, par exemple, du pisé des déchets de carrière calcaire ou d'enduit acoustique qui absorbe l'acousticité à un coefficient de 0,6, donc c'est pas mal, développé spécifiquement pour ce projet. Donc nous aidons parfois aussi à faire des choses un peu plus en détail, un peu plus spéciales pour des projets spécifiques. Et comment nous voyons la future à côté de cette coworking industriel qu'on est en train de monter avec un partenaire industriel en Belgique. En fait, on est aussi inspiré de nouveau des choses qui sont en train d'arriver, par exemple, en France. On va essayer de monter un stadsatelier de ville, ça veut dire un atelier où on peut apprendre
autour des matériaux géosourcés, biosourcés et on dit urban sourced, sourcés urbainement. Et donc c'est un projet de développement où on va déménager aussi notre structure. C'est juste à côté que nous sommes maintenant et on va créer des partenariats pour être ensemble avec quelqu'un qui récupère du bois structurel, qui récupère des matériaux de réemploi, BC Materials avec les géosourcés, et comme ça on veut créer ensemble une sorte de grands ateliers, comme il y a à Val d'Isère, pour apprendre ensemble avec notre secteur de la construction en Belgique autour de ces matériaux bio, géo et urban sourced. Donc voilà, ça c'est un peu très, très court. Je pense qu'on peut prendre de cette approche de BC. En fait, on a une approche très large, ce qui fait que parfois, on fait peut-être trop de choses en une fois, mais en fait, pour le contexte de la Belgique, c'est ce que la Belgique maintenant en a besoin. On n'a pas un labo Cratère, on n'a pas un Amaco, on n'a pas Beter et tous les autres acteurs qui sont là. En fait, en Belgique, il faut monter un peu tout en une fois. Et c'est ça que pour le moment, nous essayons à faire en Belgique. Et nous serions très heureux quand il y aura aussi des autres acteurs en Belgique pour que ça commence à prendre en Belgique aussi. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci à la Belgique, alors. Alors maintenant, nous attendons M. Benjamin Nass de Brick Technique Concept. Il va nous parler de la production industrielle nécessitée pour le développement de la terre crue en Europe. Et il va parler à la place de M. Étienne Gay qui s'est absenté. Voilà. Il n'est pas là. Donc bonjour tout le monde. Moi je vais essayer de pas trop répéter des choses qui ont été déjà dites. Donc je pourrais presque... Mais juste quelques mots sur le projet dans lequel je suis arrivé, ça fait à peu près 2 ans. Étienne, qui le porte, que vous connaissez peut-être beaucoup mieux qu'à moi, il est aujourd'hui sur le chantier à Cornebarieux, on maçonne le premier mur porteur en bloc. Et c'est la seule personne qui peut accompagner ce chantier. C'est pour cela qu'il m'a envoyé lui représenter ici. Donc, Brick Technique Concept, c'est un peu la situation d'aujourd'hui. Je vais très rapidement faire les 3 piliers sur lesquels on travaille. On est dans la brique et dans les matériaux en terre crue compressée. On en a vu, on en a déjà entendu pas mal parler de ces matériaux. Nous, on a aujourd'hui un premier pilier, c'est les réalisations. C'est sur cela qu'on insiste, c'est de faire et de pas que concevoir, c'est de réaliser, se passer de l'expérimentation à la réalisation et de faire des constructions en BTC et de trouver toujours les solutions, même s'ils ne sont pas toujours les plus optimales, mais trouver des solutions pour en faire le maximum possible de réalisation, parce que chaque réalisation, ça nous emmène beaucoup de retours d'expérience et ça apporte quelque chose à l'avenir. Après, deuxième pilier, c'est de caractériser mieux les matériaux qu'on propose, avec évidemment toute la partie de certification qui est nécessaire pour réduire l'effort de conception qui empêche aujourd'hui beaucoup de projets de terre crue à se réaliser. On a obtenu un ATEX de KA pour des murs porteurs. Ça paraît voilà, quelque chose, si on a vu un peu aussi de TerraBlock, les réalisations, ça paraît pas si révolutionnaire que ça, mais si on sait le travail qui est derrière pour y arriver, les nombres d'essais et d'expérimentations qu'il fallait faire, c'est quand même un énorme gain pour la construction en briques de terre crue compressées, d'avoir ce référentiel, c'est un document technique. Et aussi, autour de cette solution, à travers de ces projets, il y a un écosystème qui se constitue. Il y a des bureaux de contrôle qui travaillent avec nous, des bureaux d'études, bureaux de structure. Il y a
Donc il y a tous ces gens, même des entreprises de pause aujourd'hui qui commencent à prendre goût. On va voir plus tard une petite photo. Donc c'est l'écosystème aussi qui est très important parce qu'en fait, nous, on ne peut pas faire toute la chaîne. On a vu ça, c'est toujours le problème. C'est qu'en fait, il faudrait tout, mais il faut motiver les gens autour, en amont et aussi sur les chantiers, de faire le travail. Et après, si on a fait tout ça, il faut des capacités de production en face. C'est en fait de là où vient un peu le business model de Brick Technique Concept. C'est la conception de machines un peu différente de ce que connaissait le marché pour faire les produits, pas pour les machines en soi, mais pour faire les produits. Et on a notre usine qui est à côté de Toulouse, à Groyer, qui est opérationnelle à partir de, on va dire là maintenant, on commence à avoir une production qui commence à atteindre un peu près les objectifs de production. Ce qu'on fait aussi, et on a plusieurs projets très intéressants, c'est l'usine itinérante. On a vu ça aussi, c'est extrêmement compliqué, mais c'est une superbe idée, c'est une plateforme pour croître aussi, c'est de produire sur place avec les terres de blé du chantier. Si on fait ça comme on le fera cette année à Anche, à Béthencourt, on a un projet aussi à Montpellier pour des briques qui sont pas, il n'y a pas d'ajout de rien, donc c'est des briques non stabilisées sur place, mises en œuvre sur place. Évidemment, on est dans l'extrême de ce qu'on peut faire avec ce matériau. Voilà, ça c'est l'idée, c'est une approche industrielle, malgré le fait qu'on est très très loin évidemment des grandes productions. C'est ce que Sylvia elle a dit, c'est entre les deux, on est entre une production industrielle et une activité artisanale, mais déjà la marche, elle est faite et ça fait que on peut aujourd'hui faire des chantiers jusqu'à 100 000, 120 000 briques. C'est possible. Après, si on voit, si on n'avait pas progressé sur cette partie-là, jamais ce nombre de mètres carrés de murs aurait été faisable. Après, l'autre frein, on va dire, à l'utilisation de la terre crue sur les chantiers, c'est le coût de la pose ou le temps de pose, le temps d'attente. Et pour cela, il y a cette idée d'augmenter au maximum possible la taille de la brique pour ne plus avoir une brique, mais un bloc. Et ça veut dire qu'on a un gain de vitesse de mise en œuvre de 4 fois plus rapide. C'est évidemment une solution qui est plus adaptée pour le neuf, ce n'est pas pour la rénovation. C'est une solution qui est adaptée pour des murs porteurs. C'est aussi ça qu'on pense que c'est le plus vertueux, c'est d'aller vers du mur porteur pour s'économiser le poteau-poutre, le béton autour, en fait, qui encadre après la terre crue et qui n'est pas du tout non stabilisé, on va dire. Et donc, l'idée, c'est d'aller vers un mur porteur. Et pour un mur porteur, il faut ce gain-là de rapidité. Vous voyez quelques photos. Le photo à droite en bas, c'est de mercredi, et c'est d'ailleurs ce mur-là qui va être complété aujourd'hui sur un chantier à Cornebarieux, c'est un chantier d'un promoteur immobilier. Et vous voyez l'équipe de Primo Construction, c'est une entreprise de construction toulousaine assez, on va dire, ils n'ont jamais fait de la terre crue, ils nous ont beaucoup engueulés pendant tout le processus. Et là, le jour que j'arrivais sur ce chantier, qu'ils avaient posé leur premier petit mur en bloc, il y avait des sourires, c'était vraiment très très impressionnant le fait de voir comment ça quand même, à la fin ils ont quand même dit ça valait quand même le coup, tous ces emmerdes et tous ces euros de trop de dépenser. Latex qu'on a obtenu en début d'année, évidemment on n'est pas, on va dire on est accompagné par le CSTB, mais le CSTB n'a certainement pas vocation aujourd'hui d'accompagner l'innovation, on va dire, pour du bio-géosourcé. C'est plus, l'idée, c'est de rassurer, d'être encore plus performant en termes de structure, etc. Et il y a un conflit d'intérêts.
entre ces deux, on va dire, ces deux objectifs. L'un, l'objectif, c'est de faire des constructions extrêmement rigides, extrêmement costauds, et de l'autre côté, de réduire le bilan écologique. C'est une contradiction. Malgré ça, on y est arrivé et on a un résultat qui nous satisfait, on va dire, à 50%, mais c'est déjà une belle réussite. Mais il y a beaucoup de restrictions aujourd'hui. Par exemple, si je vois le photo de TerraBlock avec le projet à Winterthur, ici, après on peut dire tout le bien de la filière terre crue en France, mais ici, aujourd'hui, on vient d'abandonner des projets qui étaient beaucoup moins ambitieux que ça. Et on n'a pas l'ingénieur civil, c'est pas la même façon de travailler. Après, un sujet que je voulais mettre en avant ici, c'est un peu pourquoi tout ce travail d'accélération dans la production, accélération dans la pose, c'est qu'aujourd'hui on est, et ça je pense on le sent toutes et tous dans la filière, on est devant une demande qui est là. Les clients à nous, ils veulent faire des maisons et des immeubles en terre crue. On est beaucoup contactés. Ils n'abandonnent pas parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils disent quelle connerie. Ils abandonnent parce qu'il y a trop de problèmes, parce que c'est trop cher, parce qu'il n'y a pas de ATEX, parce que le bureau de contrôle leur met trop de contraintes. À un moment donné, ils disent ça suffit, je repasse à ce que je sais faire et tant pis pour le reste. C'est donc, il y a la volonté, et la volonté, elle n'est pas que on va dire, dans une petite minorité, comme c'était peut-être le cas 10-15 ans avant. C'est une volonté chez les promoteurs, même chez les grands acteurs dans la construction civile. Et face à ça, on a une fenêtre aujourd'hui pour répondre à cette demande, pour montrer qu'il y a un chemin d'arrivée. Et si voilà, c'est juste des chiffres, après, c'est rien de scientifique ici. C'est que les murs, on va dire, en Europe aujourd'hui, combien de pourcents, un mètre carré de murs sont faits en terre crue? On a vu les chiffres, c'est minuscule, c'est comme si on faisait rien. C'est vraiment pareil. Ça n'a rien à voir avec la production totale de murs qu'on fait. Alors qu'il y a un potentiel, parce que la terre crue, elle se stabilise avec l'argile, elle se stabilise, elle obtient une résistance mécanique sans cuisson, alors on peut faire des murs, et on l'a fait très longtemps en arrière, on l'a fait, on peut faire des murs porteurs en terre crue. Donc c'est prouvé, ça fonctionne, on a quelque chose qui fonctionne, et moi je pense qu'avec toute l'évolution, la pression de l'opinion publique sur la réduction du bilan carbone de tout ce qu'on fait, et aussi c'est le changement climatique, plus on a quand même de l'autre côté les coûts qui augmentent, la disponibilité des matières premières conventionnelles qui n'est pas éternelle, on le sait tous. Il y a une grande place pour la terre crue. On ne peut pas faire la défense, on ne peut pas la reconstruire en terre crue parce qu'il y a des tours très élevées et il y a des limites. Mais sur une grande partie des constructions, on peut très bien passer en terre crue pour ce qui est structurel et voire non structurel. Donc, s'il n'y a pas de mouvement vers l'industrialisation, cette massification, elle n'aura pas lieu et on perdrait cette chance parce que très vite, ça va se tourner vers d'autres solutions. C'est pour cela que nous, on pense que c'est essentiel aujourd'hui de juste répondre à la demande des marchés avec ce que le marché veut aujourd'hui et en fait d'accompagner cette partie-là. Et ça crée évidemment des acteurs industriels. C'est obligatoire parce que sinon, on va pas multiplier le nombre de mètres carrés de murs porteurs par 40. C'est impossible avec ce qu'on fait aujourd'hui. Il faudrait 200 000 maçons de plus ou 500 000. Et voilà. Et il y a plutôt un problème sur le nombre de maçons que... Donc les défis très rapidement à relever pour des solutions qui peuvent vraiment faire la différence. Moi, j'ai mis les trois parties. D'abord, sur l'écologie, il faut évidemment pousser vers... Moi, j'ai mis la stabilisation à l'argile, où c'est le non stabilisé.
Parce que le non stabilisé, c'est un vocabulaire qui ne me plaît pas, parce que tout le monde dit non stabilisé, ce n'est pas positif. C'est peut-être mieux de... Voilà, c'est juste pour un peu réfléchir. Tout le monde pense non stabilisé, automatiquement, bah, ça tombe. Hein, et alors que ce n'est pas du tout le cas. Nous, les BTC, les résistances mécaniques ne sont pas si différentes et des fois meilleures avec une bonne stabilisation à l'argile ou sans chaud qu'avec la chaux. Donc ça, c'est un peu quelque chose où il faut vraiment y aller et aussi où il nous faut les bureaux de contrôle et tout le monde qui accompagne d'être aussi là pour accompagner cette transformation. Utilisation de déblais, on en a parlé. Production locale, évidemment, c'est un matériau très lourd, donc il faut des productions locales. Des productions locales qui utilisent... donc, ce n'est pas la grande industrie, finalement, mais c'est quand même une nécessité d'être efficace. Pour le confort, on en a entendu aujourd'hui aussi, le confort de la terre crue, il n'est pas aujourd'hui dans les normes. Il est très difficile. Et on peut toujours dire c'est super et tout ça, mais on n'a pas quelque chose en main, par exemple sur la gestion de l'hygrométrie et tout ça. Il manque des réglementaires et un emploi cohérent, évidemment. Donc, on a vu le musée des horreurs. Moi, j'aurais aussi des photos du musée des horreurs de la monocouche. C'est presque plus grand ce musée-là, mais il y a quand même, c'est important de rester dans la cohérence avec le matériau. Et finalement, et ce point-là, on le connaît tous, les coûts, tout ce qu'on fait, toujours à la fin, on est face à un budget et on est sorti des projets parce que c'est trop cher. Donc sur les coûts, c'est les grands formats, une pause plus rapide en conséquence, une production industrielle et finalement une certification complète. Parce qu'aujourd'hui, sur un projet comme Green City, on a dépensé plus pour faire la certification que les matériaux, ça coûte 20% de ce qu'on a dépensé pour les bureaux de contrôle, les bureaux d'études et tout ça. C'est le chiffre d'affaires que nous, on fait avec le projet et le chiffre d'affaires des bureaux de contrôle, bureaux d'études. Je ne sais pas, tout ce monde, il est 5 fois supérieur avec ce chantier. Donc évidemment, là, ici aussi, on doit vraiment batailler pour que ça devienne quelque chose, parce qu'un mur en briques, c'est des briques maçonnées, ça n'a rien de... Et si on voit que derrière, tout ce qu'il faut faire, donc on a là aussi un point important. C'est terminé, donc oui, la dernière minute, je la laisse donc au prochain. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre dynamisme, enthousiasme. Voilà. Là maintenant, nous allons inviter la dernière conférencière, Marie Heuberly, qui va nous parler de la naissance et développement d'une filière terre crue sur un territoire. L'exemple de la briqueterie de Wulf en Picardie. Merci. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Marie Heuberly, je travaille à la briqueterie d'Allonne, basée en Picardie. Donc, c'est une briqueterie artisanale, vraiment traditionnelle, qui fait de la terre cuite. Et depuis plusieurs dizaines d'années, on est parti dans l'aventure de la terre crue et on a développé autour de notre briqueterie tout un réseau, toute une filière terre crue, patiemment, peu à peu, jour après jour. Et donc, l'objet de ma présentation, c'est de vous présenter un petit peu notre démarche, comment on a fait pour développer cette filière terre crue sur notre territoire. Parce que depuis tout à l'heure, dans les différentes interventions, on voit bien que la terre crue, c'est une histoire de territoire en premier lieu. Voilà donc notre petit exemple, où dans notre cas, comment passer de la brique crue à la brique cuite, qui est notre travail traditionnel, à la brique crue. Voilà, de nouveau. Alors, voilà, on est basé en Picardie, un petit peu au-dessus de Paris, donc pas très très loin d'ici, en fait. Briqueterie assez ancienne, évidemment, puisque ça date depuis 1886. Et on fait de la terre crue depuis 40 ans. Vous m'entendez, là? Là, ça va? Voilà. Donc, on fait de la terre crue depuis 40 ans et depuis 40 ans, on a développé un catalogue de près de 50 références de produits en terre crue
vraiment très diversifié entre les enduits, les torchis, les pisés, etc. Et on a développé aussi tout un réseau d'artisans et d'artisanes, qui est très important de noter qu'il y a beaucoup d'artisanes dans le domaine de la terre crue et elles sont très actives. Sans artisans, évidemment, il n'y a pas de filière terre crue. C'est vraiment un ensemble. Une filière terre crue, ça se construit avec tout un tas d'acteurs. Et depuis ces 40 ans, aujourd'hui, on peut se prévaloir d'une centaine de chantiers, même plusieurs centaines de chantiers depuis tout ce temps-là sur notre territoire, alors qu'ils sont du plus petit au plus grand. Aujourd'hui, on livre des semi-remorques complets et même plusieurs pour des chantiers en terre crue. Avec des briques ou avec du pisé ou avec du torchis. Aujourd'hui, on livre des semi-remorques. Voilà. Alors, on s'est posé la question, comment est-ce qu'on a fait finalement? Comment c'est-il qu'on a fait une filière terre crue en Picardie? Alors, il y avait plusieurs ingrédients à notre recette. Voilà, d'abord des ressources, évidemment, des outils, des savoir-faire, un marché, une gamme de produits qu'on a développés, une crédibilité, et je ne vais pas tout vous dire d'un coup, un ingrédient mystère. Alors, pour développer une filière terre crue, il faut d'abord des ressources. Et qui dit briqueterie, évidemment, dit argile. Je ne vais rien vous apprendre. Donc, les briqueteries sont naturellement établies sur des territoires qui sont riches en argile. C'est notre matériau de construction, c'est notre matière première. Et ça, c'est un avantage pour la terre cuite, mais aussi pour la terre crue, finalement. On a une garantie de proximité, donc des filières courtes, de quantité. On n'a pas de problème, pas de problématique d'épuisement de carrière en général. Surtout là, nous, où on est basé en Picardie, on a vraiment une matière qui est à profusion. On a une excellente qualité sur notre territoire d'argile, et même d'argile avec un S, puisqu'on a la chance d'avoir une grande diversité d'argile. Et on a une régularité, ce qui a été également souligné par plusieurs de mes collègues. En ce qui nous concerne, nous avons 2 carrières en propre, avec 3 argiles locales qu'on travaille essentiellement. C'est des argiles très différentes en termes de qualité, de couleur, de spécificité. Et on utilise en plus 2 argiles qui ne sont pas locales, qui nous permettent d'élargir notamment la gamme des couleurs, que ce soit en terre cuite et en terre crue. Voilà, pour développer notre filière terre crue, il nous faut aussi des outils. Et ça tombe bien, puisque qui dit briqueterie dit des grosses machines et plein de place. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont importantes à avoir pour développer une filière terre crue. On est naturellement équipé d'un outil complet de production dédié au travail de l'argile. Donc en fait, nous, on a fait du coworking, mais avec nous. On pourrait dire ça. Alors, d'abord, une filière classique de terre cuite. On retrouve l'extraction des argiles, évidemment. Le travail des argiles au niveau du broyage, du concassage, du tamisage, voilà. Bon. Ensuite, on moule. Alors nous, on est en extrusion sur pâte molle. On peut aussi faire du pressage. Vous voyez, il y a plusieurs façons de faire des briques. On sèche. On a des séchoirs. Donc des séchoirs naturels avec le vent, etc. Ça, c'est notre outil principal de séchoir. Mais en ce qui nous concerne, on peut récupérer aussi la chaleur arrière du four. Et ça, c'est un avantage. Ça va nous permettre de sécher plus facilement et de travailler toute l'année, d'être plus indépendant des conditions climatiques. Évidemment, pour la terre cuite, on a de la cuisson. Ça va moins nous intéresser. Pour la terre crue, c'est fatal. Voilà. Alors, pour la filière terre crue, assez facilement, on voit sur ce schéma qu'on peut assez vite sortir des BTC, des adobes. Mais on peut aussi réutiliser notre outil une fois que notre argile est sèche pour repasser dans tous nos outils de broyage, de tamisage. On va travailler plus spécifiquement pour obtenir des argiles concassées, des argiles en poudre plus régulières qui vont être nos ingrédients en fait, de base pour tout le développement des produits terre crue par ailleurs. Donc là, il suffira ensuite, entre guillemets suffira,
de rajouter des matières premières qu'on travaille localement principalement, des sables, des agrégats, mais aussi du lin, du chanvre, des pailles, etc. On travaille beaucoup avec des agriculteurs locaux aussi. Et en se dotant simplement d'un outil d'outils de mélange et de malaxage, on va pouvoir sortir des produits aussi diversifiés que des torchis secs, des torchis humides, des pisés qui sont prêts à l'emploi, qui sont calibrés, des mélanges isolants également qu'on fait depuis très longtemps, et des enduits d'argile, des mortiers, etc. Donc vous voyez une gamme de production de produits qui est vraiment diversifiée et qui est assez complète, à partir d'une filière de terre cuite, en fait, d'argile. Pour développer notre filière terre crue, il nous faut des savoir-faire, évidemment. Et dans une briqueterie, il y a des briquetiers, ça tombe bien. Ça tombe bien parce que les briquetiers sont depuis des générations, naturellement, ils ont beaucoup de connaissances et de savoir-faire liés au travail de l'argile. Alors, ce n'est pas les connaissances des scientifiques, on n'a pas tout à fait la même connaissance. Nous, ici, on goûte l'argile, on la touche, on la malaxe. Enfin, bon, on est un peu plus terre à terre, peut-être, je ne sais pas. Alors, il y a beaucoup de connaissances empiriques des argiles du territoire. On connaît très bien nos territoires, les argiles qui y sont. On a la chance d'avoir une main-d'œuvre qui est qualifiée dans le travail de l'argile terre cuite, mais d'abord, avant qu'elle soit cuite, bien sûr, vous savez comment travailler votre argile crue, c'est évident. Et c'est une histoire de génération. Quand on est une briqueterie depuis 4 générations, évidemment, que ce savoir, il se transmet. Et ça, c'est important. Et comme il dit le Pépé, c'est sur le tas de briques qu'on devient briquetier. Voilà. C'est comme ça qu'on transmet notre savoir beaucoup ici à la briqueterie d'Alonne. Alors, pour développer une filière terre crue, il faut un marché. Et nous, en tant que briqueterie, on a l'habitude d'avoir des contacts avec beaucoup d'acteurs du bâtiment qui sont très variés. On a nos clients directs qui sont les maçons, ceux qui vont mettre en œuvre les produits. On a des liens quotidiens avec ces gens-là. Donc, sur notre territoire, on s'appelle. Comment je vais faire? Est-ce que tu as une idée? Bon, voilà. On fait beaucoup de contacts très, très proches et vraiment au cœur des projets. On a aussi beaucoup de contacts avec les clients finaux, les maîtres d'ouvrage, qui vont décider de mettre la terre crue dans leur projet. Des architectes, évidemment, des concepteurs de projets. En étant depuis 40 ans dans la terre crue, on est aussi très impliqué dans la restauration du patrimoine, qui a été quand même le socle du développement de cette filière. Cette filière, c'est d'abord chez nous développée à partir de la restauration du patrimoine, qui est très très riche en termes de terre crue. Et c'est là-dessus qu'on s'appuie en fait pour petit à petit monter cette filière et arriver aujourd'hui à des projets beaucoup plus contemporains et très en avant-garde. En étant impliqué localement, on est aussi en lien avec beaucoup d'organismes de formation et des associations qui sont principalement locales pour essayer de développer l'éco-construction et les savoir-faire. Donc l'objectif, en étant en lien avec tous ces acteurs, qui étaient aussi beaucoup des acteurs terre cuite au départ, on a fait une transition un petit peu, enfin une transition, on n'a pas abandonné la terre cuite, loin s'en faut, mais disons que ça complète bien. Et l'idée, c'est d'amener ces acteurs à la terre crue. Par le biais de la terre cuite, en fait, on en a profité pour aussi introduire, là, vous n'êtes pas obligé de mettre de la terre cuite, vous pouvez aussi mettre de la terre crue. Ah bon? Oui, voilà. Donc, faire beaucoup de pédagogie, ça c'est la clé vraiment, et promouvoir et soutenir la formation des applicateurs, puisque si on a des matériaux et que personne ne peut les mettre en œuvre, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, en fait, chez nous, on a trouvé que c'était l'endroit idéal pour transformer un maçon du BTP en maçon du BTP. Voilà. Et on a beaucoup d'exemples. Alors, on continue pour faire notre filière terre crue. Et là aussi, je rejoins ce qu'ont dit mes collègues. Il faut une gamme de produits qui soit utilisable et facile à mettre sur un chantier. Il faut que, dans l'idéal, un maçon n'a pas à se poser plus de questions avec un sac d'enduit d'argile qu'avec un sac de plâtre, qu'avec un sac de ciment qu'il a l'habitude d'avoir partout sur l'étagère.
Bon. Belle ambition. Alors chez nous, évidemment, on a des produits, on a l'habitude de proposer des matériaux de construction qui sont sur les chantiers tout à fait normés. Enfin voilà, il y a pas de. C'est des produits sur étagère qui sont fiables, qui sont calibrés, qui sont conformes à un cahier des charges. Et voilà, il y a une norme même potentiellement. Bon, ça, on a vu. Là, je rejoins tout à fait mon collègue de BTC. C'est un point clé. C'est très important. C'est des produits, quand on a affaire à un fabricant comme nous ou bien comme nos collègues, qui sont rapidement disponibles ou en stock. Aujourd'hui, voilà, les temps d'arrivée des matières sur les chantiers, ils sont énormément réduits. Voilà, par exemple, là, on a un chantier à Envelin, dans le 59. On a été sollicité finalement très tardivement sur le chantier et on le livre. Voilà, ça va très vite, en quelques semaines, quelques mois à peine, on est capable tout de suite d'être très réactif, même sur des gros chantiers où il y aura plusieurs semi-remorques à livrer. L'idée, c'est d'avoir des produits faciles à intégrer sur un chantier avec des conditionnements adaptés, c'est très important. Ça paraît bête, mais c'est quand même très important quand on est au pied du mur. Des fiches techniques et un circuit logistique. Ça aussi, c'est très important. Donc aujourd'hui, en ce qui nous concerne, on a développé près de 50 références qui vont à plusieurs usages. Pour construire, on a des BTC, on a des Adobe, on a du pisé. On a déjà fait de nombreux chantiers en pisé, notamment Myriam Makeba, que vous allez peut-être pour certains visiter. Des torchis. On oublie trop souvent le torchis, c'est dommage parce que c'est un matériau de construction en terre crue qui est formidable, qui n'a pas besoin de stabilisation du tout et qui est facile à mettre en œuvre, qui nécessite des savoir-faire beaucoup plus légers par rapport à d'autres techniques plus complexes comme le torchis par exemple. Ah, il ne veut plus. Il a fini ? Il ne veut plus que je parle. Voilà. On a également des matériaux pour s'isoler, donc des mélanges à base de fibres végétales également à projeter. On a ces mélanges, par exemple, nous on a on a fait ça depuis les années 80, donc on a un certain recul sur l'efficacité de ces matériaux. Avec Mathieu Boissanté, que certains connaissent, on a développé depuis près de 10 ans un chanvre argile qui est aussi à projeter. On a plusieurs chantiers d'envergure qui ont été faits avec cette technique-là, qui est très intéressante. Et également de quoi décorer. Alors avec nos fameuses argiles de Picardie, on a de la chance puisqu'on a beaucoup de couleurs et naturellement disponibles. Alors, pour la terre crue, il faut également une crédibilité. Ça, on en a parlé. C'est difficile parfois sur les chantiers de convaincre les gens que la terre crue, c'est une bonne idée. Et donc, il faut donner confiance et crédibilité dans ce matériau. On peut s'appuyer sur le bâti traditionnel. C'est quand même une base indéniable et on ne se prive pas de l'utiliser. On a besoin du crédit scientifique. On travaille avec des laboratoires. On n'est pas du tout un musée, nous, dans notre vieille petite briqueterie. C'est vraiment... on travaille avec des laboratoires sur des techniques très avancées. On a besoin d'un guide de bonne pratique, des lexiques, des normes. Et là, on remercie beaucoup le travail d'Aster. C'est très important ce qu'on fait là avec cette association et ce que vous faites aussi. Et on peut s'appuyer aussi sur les exemples des centaines de chantiers qu'on a fait depuis 40 ans et qui nous donnent vraiment confiance. Et nous, quand on a confiance dans notre matériau, on est capable de donner confiance aussi à la personne qui est en face de nous et qu'on a à convaincre. Voilà. C'est un vrai socle, cette confiance. Et pour développer cette filière terre crue, il a fallu le brin de folie pour y croire. Et dans la briqueterie, on dit souvent il faut de la passion et de l'engagement. Et ça, je pense que tous ceux qui sont ici savent que c'est un ingrédient qui est vraiment indispensable. Voilà. Donc tout ça ne s'est pas fait seul. On s'est appuyé aussi sur des acteurs qui ont cru, comme Andreas par exemple.
qui nous a aidé à développer les enduits, mais aussi on progresse au contact de nos clients et des différents chantiers. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà, merci beaucoup. Et merci Marie pour ta passion et ton engagement. C'est vraiment très agréable à entendre. Voilà. Merci pour avoir respecté presque le temps à vous les 6 et à vous, le public, pour votre attention. Alors là, on est pour... c'était 30 minutes, mais on va vous demander 20 minutes de pause. Et on essaie de revenir pour midi. Après la pause, c'est une table ronde où vous pourrez, de la part du public, poser à l'animateur, modérateur Martin Pointé, architecte et bureau études, que je ne vois pas, mais ah oui, il est au fond là. Donc c'est lui qui sera le modérateur et qui prendra quelques questions de la salle. Voilà. Et puis je vous souhaite une bonne pause. À tout de suite. Merci.